4 septembre 2018, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley se réunissait. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Et on va dans quelques instants parler avec eux des travaux, entre autres sur la rue du Val-Joli. On va parler d'une collaboration à venir avec l'Université de Sherbrooke pour les bandes riveraines. Mais en ouverture, on va se pencher sur le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, fédération dont vous êtes, M. Demers, le président. Et le congrès a lieu la semaine prochaine, à quelques jours de l'élection provinciale, et vous aurez sur place normalement les 4 chefs. Exactement. Les 4 chefs, les 4 partis principaux ont confirmé leur présence. Pour moi, une fierté d'arriver là en tant que maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. On a 1000 municipalités de partout au Québec qui vont se retrouver là, être devant les chefs à quelques minutes avant le scrutin final. C'est vraiment particulier de pouvoir leur dire nos besoins, leur parler. Faut être sûr pour les gens de Sainte-Catherine qu'on va parler d'Internet, qu'on va parler de tout ce qui est nos services policiers aussi. On a plusieurs dossiers qu'on se dit, bon, ben on a la chance de les interpeller puis qu'on veut des gestes concrets rapides. Quel impact ça peut avoir? Quel impact réel ça peut avoir sur la campagne électorale comme telle, sur les engagements qu'eux autres vont pouvoir prendre? Parce que, bon, votre discours est écrit d'avance, ça c'est sûr. Vous vous préparez pour ça, mais leurs discours sont écrits d'avance aussi. C'est sûr qu'ils vont venir vous dire, ah ben, vous êtes beau, vous êtes gentil, et puis on veut prendre soin de vous. Mais dans vos demandes, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez espérer là, faire passer et faire intégrer dans leur discours alors qu'il restera justement que quelques jours avant le jour du vote? Moi, il y a un point que j'ai besoin de passer pendant ce discours-là, puis qu'il faut qu'il adhère, c'est le réflexe région. D'arrêter toujours d'entendre parler de Montréal puis de Québec, puis de savoir que l'élection va se passer par un bout de métro ou par un lien entre deux grandes villes. Québec puis Montréal, là, ça représente pas le tiers de la population du Québec. Il faut que les régions en fassent partie. Il faut, quand on parle d'infrastructure, qu'on parle d'économie, qu'on dise qu'on va travailler pour les régions, qu'on n'oublie pas, malgré un taux de chômage très bas présentement, il y a moins d'emplois en région qu'il y en avait il y a 5 ans. C'est juste que le vieillissement de la population, dans certaines régions, j'oserais dire le départ de jeunes puis de moins jeunes, c'est ça qui se passe dans les régions. On n'entend pas parler. On entend parler d'économies qui vont super bien. Il y a des choses qui vont moins. Il faut savoir de quelle façon. Puis qu'ils le disent devant une salle de 2000 personnes qui vont revoir l'année prochaine, je pense que ça a un impact. Et quand vous dites région, est-ce que vous incluez donc ici l'Estrie est considérée comme une région? Parce qu'évidemment, quand on compare la réalité estrienne avec, par exemple, la réalité gaspésienne, c'est 2 mondes complètement différents. Là. Eux autres ont comme un peu plus région que nous, me semble-t-il, non? Ça dépend comment on le regarde. Si vous regardez présentement les taux au niveau des écoles, là, vous allez voir que le taux de diplomation dans Manfred-Magog, là, on parle de 65-66 % qui est en bas de la moyenne au Québec. Qu'on parle du salaire moyen dans Manfred-Magog, là, on est à peine dans la moyenne. On peut se comparer avec la Gaspésie, puis pas toujours être avantagé dans nos comparaisons. On vit dans une MRC qui est très touristique. Les salaires dans le tourisme, là, c'est les salaires les plus bas qu'il y a au Québec. Je suis allé en Abitibi il y a quelques semaines. Les salaires en Abitibi, à La Sarre, là, c'est facilement le double de ce qu'on retrouve ici en moyenne. Quand on parle de région, il faudrait regarder vraiment des chiffres. Pas toujours avoir l'impression que si on est à 1 heure de Montréal, tout va bien. C'est pas nécessairement le cas. Ben, on sent la passion, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au congrès comme tel. Donc, c'est du 20 au 22 septembre, ce fameux congrès de la Fédération québécoise des municipalités, dont Jacques Demers est le président, je vous le rappelle. Donc, on revient maintenant sur le territoire de Sainte-Catherine-de-Hatley. Des travaux annoncés, tout d'abord, la reconstruction de la rue du Val-Joli. Ça devient de plus en plus concret, tout ça, là, parce que là, il y a un contrat qui est donné à Grondin Excavation, un contrat qui frise là, les 450 000 taxes incluses, bien évidemment. Oui, en fait, 390 000 plus taxes. On dirait que je préfère ce chiffre-là. Donc oui, c'est très concret. Les travaux, en fait, vont débuter demain, jeudi. Le 13 septembre. Pour quelques détails, là, on est soumis à la loi sur la qualité de l'environnement dans ce projet-là. Et par la suite, le gros du projet va commencer au début octobre. Je crois que c'est le 2 ou le 3 octobre pour faire des travaux de drainage et de conduite. Et puis, le tout devrait se terminer au printemps 2019.
Au niveau des soumissions qu'on a reçues, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'on avait reçu? Parce que c'est très variable. On le voit depuis un an et quelques. Là, parfois, on reçoit presque rien, une soumission. Là, est-ce que vous en avez reçu quelques-unes et est-ce que vous avez obtenu le prix que vous espériez avoir? Oui, on a reçu 4 soumissions, ce qui nous a agréablement surpris parce qu'effectivement, comme on est à la fin de l'été, on s'attendait à ce que les agendas des entrepreneurs soient complets ou on s'attendait à avoir des soumissions, mais comme les agendas sont complets, on pensait avoir des prix plus élevés. Celui-là rentre dans nos estimations. Donc, on avait estimé les coûts des travaux à 450 000. Donc, avec les taxes, on tourne autour de ça. Donc, ça a été une bonne idée, je crois, d'aller en appel d'offres maintenant. Appropriation au fonds général, toujours du côté de la rue du Val-Joli. Monsieur Demers, donc, qu'est-ce qu'on signifie là, par cette appropriation du fonds général? C'est que dans la proportion que la municipalité va elle-même payer, on ne veut pas aller faire des emprunts, on a un surplus, on va l'utiliser pour payer ça plutôt que d'avoir à reporter et payer des intérêts sur ces sommes-là. Très bien. Alors, c'est tout simple. Correction et rechargement des chemins du Brûlé, des fontaines des Indiens et rue des Noyers, donc un mandat à la compagnie Racicot. On va ici tourner autour du 50 000 $. Est-ce qu'on est dans les prix usuels? Madame la directrice générale, c'est à vous que je pose la question. Oui, on est dans les prix. On avait fait une estimation qui variait entre 18 sous et 25 sous le mètre. On est arrivé dans les prix exactement, donc c'est comparable aux années précédentes. Donc, ce sont des travaux qui doivent être faits à chaque été, des travaux de rechargement. Donc, la rue du Brûlé, la rue des Indiens, Wabanaki, des Noyers, Fontaine. Donc, ce sont les travaux qui seront faits. En fait, ils sont débutés depuis ce matin. Et au moment où on enregistre cette entrevue, évidemment. Monsieur Demers, je parlais il y a quelques jours avec Monsieur Gérin du côté d'Ayers Cliff. Bon, on parle aussi là, de travaux d'asphaltage et puis de travaux de rechargement et tout ça. Ils ont là-bas quelques rues où c'est très difficile à cause des pluies torrentielles qu'on a eues, particulièrement là, vers la fin de l'été. Est-ce qu'il y a des zones à trouble, on pourrait dire aussi, à Sainte-Catherine de Hatley, comme ça, où tout à coup, là, il faut en mettre plus que ce qu'on pensait parce que le chemin s'effrite plus vite à cause des grosses pluies, là? Absolument. Souvent, on peut le régler par le grader, la niveleuse qui fait un bout de l'ouvrage, mais on aura à en mettre plus, puis on aura sûrement à s'interroger aussi s'il y a des chemins ou des pentes importantes qu'on devra asphalter pour essayer d'éviter. Les pluies nous semblent de plus en plus fortes et l'impact est là, puis beaucoup d'érosion qui est causée à certains endroits. Une fois que la rue est asphaltée, par contre, j'imagine qu'il y a un ruissellement supplémentaire de l'eau. Ça amène peut-être une autre problématique. Est-ce que c'est vraiment la solution, l'asphalte? Il faut vraiment que ça soit bien conçu. L'asphalte empêche évidemment d'avoir de l'érosion sur la bande de roulement. Il s'agit que dans le bas, là où l'eau quand même va se retrouver, que les fossés soient prévus en conséquence, c'est-à-dire empierrés, puisque vous avez raison, l'eau va arriver encore plus rapidement à certains endroits. Il faut que ça soit préparé pour recevoir ces volumes d'eau. Très bien. On va maintenant aller faire un tour du côté des bandes riveraines, campagne d'inspection 2018 des bandes riveraines. Et là-dedans, il y avait des recommandations dans le rapport final qui vous a été déposé. Et entre autres recommandations, ça va permettre éventuellement une collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le topo, s'il vous plaît, Madame Labelle? En fait, la campagne d'inspection des bandes riveraines a fêté sa 9e année cette année et le Conseil considérait qu'on en était rendu à un bilan. Puis c'est ce qui s'est passé cet été lorsqu'on a contacté les gens, lorsqu'on les a rencontrés. On a eu beaucoup de suggestions. On a trouvé intéressant ce que les citoyens avaient à nous dire. Puis fort de ça, dans le rapport, l'inspecteur a recommandé d'aller plus loin. Donc, pour avoir du support et de l'expertise, le projet a été soumis à l'Université de Sherbrooke, à la maîtrise en environnement, et semble répondre à tous les critères. Donc, il va y avoir une procédure qui va être faite dans les prochaines semaines pour avoir une équipe en environnement qui va travailler sur la campagne 2019. Et quel sera l'objectif? Quelle est la mission qu'on leur donne au juste quand vous dites aller plus loin? Est-ce que ça veut dire avoir des bandes riveraines plus touffues? Est-ce que ça veut dire régler des problèmes avec des résidents qui n'ont pas encore bien aménagé la bande riveraine en question pour toutes sortes de raisons, là? En fait, on voudrait offrir des services possiblement aux citoyens ou à tout le moins des outils
pour les bandes riveraines qui ne sont peut-être pas encore conformes. Ceci dit, on a noté l'amélioration de la conformité des bandes riveraines depuis 9 ans, là, c'est flagrant, mais les endroits où il n'y a pas de conformité, on croit que c'est parce qu'il y a un besoin de support de notre part. Donc, ce qu'on veut évaluer avec l'équipe de la maîtrise en environnement, c'est de quelle forme peut prendre le support qu'on pourra offrir aux citoyens riverains pour rendre conformes les bandes riveraines, puis peut-être aller solliciter d'autres participants au bassin versant. Là. Il n'y a pas que les riverains qui sont responsables de la protection de l'environnement, mais on l'est tous. Donc, on voudrait ouvrir nos yeux avec cette équipe-là et voir ce qu'on peut faire de plus. Est-ce que les gens qui ne respectent pas les fameuses bandes riveraines, là, depuis 9 ans déjà, puis normalement, il y a eu déjà quelques amendes, puisqu'il y a quelques années, c'est ce qu'on avait annoncé au Conseil de ville, qu'on avait commencé à donner les amendes. Au début, c'était juste des avertissements, etc. Donc, normalement, ils ont déjà eu des amendes. Ça se corrige toujours pas. Est-ce que ce sont des résidents? Ou si ce sont ceux qui viennent vivre chez vous là, une fois, 1 mois ou 2 par année avec leur chalet sur le bord et puis qu'eux ont plus de... Est-ce que vous voyez une différence finalement dans l'implication entre les résidents permanents et ceux qu'on pourrait appeler les résidents temporaires, là, M. Demers? J'ai vraiment pas ces données-là. Puis pour nous, on les traite de la même façon. Ça fait qu'on demande même pas à l'inspecteur de nous dire est-ce que c'est un résident permanent ou non. C'est vraiment, pour nous, là, on veut protéger les bandes riveraines. Le 5 mètres est important. On va essayer de les accompagner et dans leurs bandes riveraines et dans les chemins d'accès aussi pour essayer d'éviter l'érosion. Ce qu'on essaye, c'est de protéger le mieux possible nos lacs, tout simplement. Très bien. On termine avec le service Perle. C'est un service qui est mis en place par le gouvernement du Québec pour faciliter la vie des entrepreneurs en ce qui concerne tous les permis. Et c'est vrai que ça peut devenir compliqué, la montagne de permis à demander au niveau municipal, provincial, national pour établir une entreprise X à un endroit. Alors là, il y a un site web qui semble bien fonctionner, faciliter la vie des gens. En fait, c'est un site interactif qui est rendu disponible par le gouvernement, effectivement. Toutes les municipalités au Québec y ont accès à condition de signer une entente avec le gouvernement, ce qui va nous permettre côté technique, de rendre le lien disponible sur notre propre site web. Donc, effectivement, ce service-là vise à aider les organisations, les entreprises à mieux s'intégrer sur les territoires, puis c'est sûr que nous ne sommes pas contre cela. Donc, lorsqu'une entreprise doit s'implanter, elle doit demander des permis, des certificats d'autorisation, puis ça à tous les paliers, autant municipal, provincial que fédéral, puis on peut s'y perdre. Donc, c'est une espèce de liste d'aide-mémoire et de services et d'outils qui est rendu gratuitement disponible aux entreprises. Quel type d'entreprise vous espérez attirer à Sainte-Catherine-de-Hatley? Est-ce que c'est tout azimut ou si vous avez ciblé certaines spécialités, là? Non, on n'a pas cherché. C'est sûr que des professionnels serait facile de s'installer chez nous, on sait. Puis c'est pour ça, tantôt que je parlais, entre autres, d'Internet haute vitesse, il faut l'avoir à bon niveau. On l'a dans certains secteurs de la municipalité, mais on ne l'a pas partout. Cet outil-là, c'est pour les accompagner. On se dit, ben voyons, comment se fait qu'on n'utilise pas déjà ce genre d'outil-là chez nous pour accompagner les gens quand on parle de paperasse, de choses qu'ils ont à remplir pour qu'ils s'établissent. On vise pas les grandes industries, là. On n'a pas de parc industriel visé à Sainte-Catherine, mais il y a peut-être des artisans, il y a peut-être des choses qui se font à la maison, puis qu'on a quand même besoin de plus en plus d'être accompagné de ce côté-là. Jacques Demers, maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale, merci bien à vous deux pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur le web via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.